Bienvenue les amis sur ce nouvel épisode du podcast Split Screen en version audio comme en version vidéo et toujours avec l'ami François. François, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, David, comme à chaque fois qu'on se retrouve pour ce podcast. Bien que je ne te cache pas qu'en ce moment, je cours un peu après le temps. Voilà. Ah, ah oui, oui, beaucoup de boulot, beaucoup de nouveautés en fin d'année comme ça? Ben, plein de choses au final qui n'étaient pas prévues et qui arrivent et qui finalement font du taf et tout ça. Et puis plein d'idées aussi. Donc plein d'idées, donc le cerveau qui turbine pas mal. Ah, tu m'étonnes, comme ça en fin d'année, je pense qu'on est nombreux à se poser des questions sur surtout l'année suivante qui arrive, hein. On a toujours les bonnes résolutions en tête de se dire, ok, mais qu'est-ce que je fais l'année prochaine, hein. C'est surtout ça le gros challenge qu'on a tous ici en fin d'année, je pense. Ouais, ouais, carrément, carrément, carrément. Alors, pour le podcast d'aujourd'hui, on aura comme thème qui, en gros, aura la plus grosse configuration que l'autre. Non, plus sérieusement, c'est surtout la petite configuration vidéo versus grosse configuration vidéo. Ce qui est à retenir par rapport à ça, est-ce qu'il faut vraiment tout le temps avoir une grosse configuration ou pas? Donc ça, on en parlera dans ce podcast. C'est la thématique du jour. Mais avant, on va se faire la petite news matos. Donc le coup de cœur de la semaine qu'on aura vu par rapport à une petite news. Et François, je te laisse commencer. Alors, coup de cœur, je sais pas parce que je l'ai pas essayé, mais du coup, ça me pose un petit peu question parce que bah, tu as pu le voir hier. Moi, j'ai sorti une vidéo sur les Laowa nanomorphes, qui sont des toutes petites optiques anamorphiques pour les montures hybrides et tout ça, qui sont vraiment hyper intéressantes parce que toutes petites. Et là où l'anamorphique justement était assez imposant jusqu'à présent, hormis pour les circuits, mais qui avait un coef de squeeze qui était assez faible. Mais hier, justement, bah, Sirui a annoncé une nouvelle optique. Alors, il n'y en a qu'une sur cette série, c'est les séries Saturn, ils ont appelé ça, et qui ressemble étrangement quand même au nanomorphe, un peu le même form factor de petit cylindre, alors en fibre de carbone hyper léger. Et du coup, c'est à se poser la question quand même si est-ce que l'anamorphique va pas finalement devenir un petit peu plus mainstream, un petit peu plus tout public que ça n'était jusqu'auparavant. Donc j'ai trouvé ça intéressant de voir que en fait Sirui emboîtait le pas à la WA. Est-ce qu'on va avoir d'autres marques qui vont se mettre à l'anamorphique? Est-ce que ça va prendre est-ce que ça va devenir la nouvelle mode sur Internet et sur les youtubeurs filmmakers? Je sais pas, mais en tout cas, je trouve ça intéressant puisque moi je suis un grand fan de l'anamorphique. Voilà ma petite news, je sais pas ce que tu en penses. Ben écoute, alors c'est marrant que tu me parles de ça parce que hier matin, j'étais en partance pour aller faire quelques plans et je reçois justement un message, enfin non, une personne qui réagit à l'une de mes stories. D'ailleurs, David, si tu regardes ou si tu écoutes ce podcast, petite dédicace à toi. Et il interagit par rapport à ma story et en même temps il me dit tiens, t'as vu la nouvelle annonce de Sirui? Et il me partage justement ta petite news que tu es en train de me dire juste là. Et là je lui réponds bah écoute, je lui ai répondu deux choses. Je lui ai répondu que moi, en tout cas, je m'estime chanceux d'avoir pu utiliser des objectifs anamorphiques, alors plus particulièrement avec les objectifs Vazen que toi aussi tu as Mm. utilisé, hein, donc qui ont un ratio de x2, et de un qui m'ont permis de comprendre la complexité que c'était d'utiliser des optiques anamorphiques tout seul. Donc que c'était quand même assez chaud, assez compliqué, parce que même si je peux le dire là-dessus, j'ai aucun problème à le dire, c'est-à-dire assez bon pour faire une mise au point manuelle, ben, je me suis rendu compte que faire une mise au point manuelle avec de l'anamorphique, là par contre j'étais une merde. C'est J'étais pas une le même merde délire, hein. parce que ouais, c'est pas du tout le même délire. Donc ça, je m'en suis rendu compte. Donc je me suis estimé chanceux d'avoir pu tester de l'anamorphique et puis de me rendre compte que c'est pas forcément quelque chose que j'avais besoin en vrai. Et puis de deux, que si on allait retrouver enfin, je lui ai même dit trois choses. Donc, et puis de deux, si on allait retrouver exactement la même qualité de ce que j'ai déjà pu tester avec leurs autres optiques Sirui qu'ils avaient lancé en capteur Super 35 et APS-C, avec, comme tu dis, hein, le faible ratio, le faible squeeze de 1,33, j'étais, ouais, je suis pas convaincu, j'avais pas été vraiment impressionné au final c'était fun mais sans plus. Voilà, c'était Mm. fun mais sans plus. Et la troisième chose, ben, c'était de lui dire, écoute, honnêtement, s'il y a
un autre produit qui devrait me hyper, c'est justement celle que François est en train de tester, les Laowa Nanomorph, qui elles, je trouve, sont vraiment hyper intéressantes parce que de un, d'un point de vue rendu image, ben, elles n'ont pas un truc hyper sharp comme les Sirui. Elles sont Ouais. toutes légères, elles ont un rapport de décompression de 1.5 qui est vraiment génial, surtout pour les capteurs de taille de 16 neuvième. Ouais. Donc, ouais, voilà, c'est bien. Et comme tu dis, hein, François, je pense que si demain, il y avait quelqu'un qui sortait une optique anamorphique avec des moteurs électroniques dedans pour garder de l'autofocus, je pense que là, par contre, demain, on viendrait à voir apparaître sur tout le YouTube Game beaucoup plus d'utilisation anamorphique. Parce que ce qui rend pour l'instant l'utilisation anamorphique minoritaire, c'est simplement le fait que ça oblige les gens à travailler en mise au point manuel. C'est uniquement ça. Ouais. Ouais, alors C'est- après c'est moi tu vois, je suis en train de beaucoup m'y mettre à la mise au point manuelle, un peu contraint et forcé parce que la Komodo elle a un autofocus pardon qui est quand même tout pourri. Faut dire ce qui est. Même s'il y a ce petit gimmick qu'ils ont sorti, on en avait parlé du face tracking via l'application, ça reste pas quand même quelque chose de comment dire dans lequel j'aurais 100% de confiance alors que la mise au point manuelle, tu vois, même avec mes optiques photo. Très Ouais. souvent, j'utilise un follow focus sur la RED pour Ah faire la oui. mise au point. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'au moins, je sais où je vais. Et après, c'est vrai que comme tu le soulignes, la mise au point manuelle, elle est compliquée sur les anamorphiques. Alors pour ceux qui n'en ont jamais utilisé, le problème est que en fait, sur une optique anamorphique, sur des optiques ciné en règle générale, mais encore plus là-dessus, on n'a pas du tout la même notion de point que sur des optiques photo. C'est-à-dire sur des optiques photo, on a la zone nette, après on a du flou, et avant on a du flou. Et c'est relativement marqué. Sur des C'est ça. anamorphiques, c'est vachement plus subtil, à savoir qu'il y a des zones qui sont semi-nettes ou semi-floues, tu vois. T'as des petits pièges. Et si tu utilises ton focus picking comme tu l'utilises avec des optiques Ah, photo, eh ben, c'est compliqué. des fois, tu te dis, ah bah c'est bon, je vois les petits traits rouges et tout, c'est net. Eh ben non, il faut que vraiment, tu vois, ce soit genre 100% rouge, bien, bien. Mais après, quand t'as chopé le truc, bon, c'est cool. Après, c'est sûr que c'est pas des optiques faciles à utiliser, mais tu vois, j'en parlais jusqu'à il y a pas longtemps ce matin sur mon Discord, des gens qui me demandaient, mais du coup, tu l'utiliserais pour du film de mariage et tout, et je leur disais, bah ouais, c'est mon objectif sans mauvais jeu de mots, c'est mon objectif de l'année prochaine, c'est d'utiliser ce rig-là, RED plus anamorphique sur les mariages. Mais ça va m'obliger en fait à repenser un petit peu la façon dont je filme, à savoir que bah, tu laisses tomber la pleine ouverture, quoi. Et puis le fait que moi, c'est un truc que je me rends compte que j'aime de plus en plus, c'est utiliser du matos pas pratique. Alors, je Ouais. m'explique. Parce que dit comme ça, ça ça peut être bizarre, sembler bizarre, mais en fait, je trouve que, et là, alors là, c'est un avis hyper personnel, je trouve que je me repose énormément sur tout ce qui est outils d'assistance des boîtiers et que du coup, en fait, on perd un petit peu de la réflexion qu'on peut avoir quand on shoot, que quand on utilise des choses qui sont un petit peu ingrates, comme la RED avec ces optiques-là, à savoir que bah, si t'as merdé, quoi. Il n'y a rien qui va te rattraper. Tu vas pas pouvoir faire, tu vois, faire un petit F1.4 avec beaucoup de flou pour faire style, c'est bien et tout, alors qu'en fait, ta composition, elle est pourrie, mais comme tout est flou derrière, tu t'en fous. Là, t'es vraiment obligé en fait de mettre tout ton savoir-faire dans ce que tu fais et je trouve qu'en fait ça me permet de progresser. J'ai trouvé, en fait c'est la meilleure façon de progresser que j'ai trouvé pour l'instant, c'est utiliser du matériel qui ne m'aidera pas du tout ou avec aucune assistance. Comme ça je suis obligé d'être concentré et de penser plus ma vidéo, mon film, mes plans et ça marche pas mal hein, parce que j'ai la sensation d'avancer donc c'est assez cool. Ben écoute, tu sais que moi, c'est souvent une réflexion que j'ai ou alors des choses que je viens à partager. C'est que, par exemple, moi, je m'estime hyper chanceux d'avoir utilisé pendant plusieurs années de suite le Lumix GH5S et le GH5 parce que c'était un boîtier qui, littéralement, au niveau de l'autofocus, c'était comme voir à travers une pelle. C'était une catastrophe, ce boîtier-là.
Donc, tu n'avais pas le choix. C'est-à-dire que tu veux pouvoir offrir une prestation professionnelle à un client avec ce boîtier-là. Non, tu n'utilises pas l'autofocus, tu abandonnes. Donc, du Ouais. coup, j'ai été obligé, en tout cas, de tout le temps travailler avec une mise au point manuelle. Et ce qui fait que grâce à ça, ben, je suis vraiment devenu très, très bon avec le principe de faire une mise au point manuelle. Et donc, ben moi, c'est bien parce que du coup, j'ai eu tout ce travail-là qui a été effectué dans un premier temps, lors vraiment de la plus grosse partie de mon apprentissage. Donc, évidemment, on continue tous les jours en tant que vidéaste à apprendre, mais toute cette partie-là au niveau de l'apprentissage, ben, je l'ai eu en amont. Et maintenant, je commence à profiter de l'autofocus. Mais ça n'empêche que dès que je reviens utiliser une optique manuelle ou autre, ben, les réflexes reviennent et ça ne me pose aucun problème. Donc c'est nickel, quoi. Je sais. Et en fait, j'ai connu tous les emmerdes avant au niveau de la mise au point manuelle. Et donc, du coup, ben, maintenant, je peux vraiment utiliser l'autofocus parce que déjà, ben, je comprends son fonctionnement, vu que j'ai galéré avec la mise au point manuelle. Et comme je te dis, je m'estime chanceux parce que ça veut dire que ben toi, évidemment, toi, tu es un bosseur, donc tu prends l'habitude, tu prends le réflexe et tu te dis, ben, moi, je veux de la complexité. Je veux de la complexité, je veux de nouveau progresser, mais il n'y en a pas beaucoup qui se disent ça. Et grâce à ça, ben, ça nous donne un petit plus face à certaines autres personnes qui sont peut-être en tout cas pas assez motivées que pour continuer à apprendre dans la vidéo. Et en l'occurrence, ben, l'utilisation de mise au point manuelle, hein. Moi, le nombre de personnes qui me mettent des commentaires sur des tests d'objectifs 100% mécaniques, oui, mais alors quoi, on perd la mise au point automatique, ben, c'est nul, moi je peux pas utiliser ça. Ben, c'est con. C'est con parce que tu te prives de quelque chose de génial d'un point de vue optique. Donc, Bah, ouais, en c'est. fait, Voilà. moi, ce qui m'a semblé, en fait, parce que justement, moi, tu vois, j'ai commencé avec des appareils qui avaient des autofocus qui étaient pas trop mauvais. Et je me suis pas mal, je me suis toujours dit justement, non, la mise au point manuelle c'est trop difficile, mais parce que je raisonnais en termes de ce que je voyais comme vidéo, et ce que je voyais comme vidéo, ça me paraissait impensable de le faire en focus manuel, et effectivement c'était pensé pour de l'autofocus. Et maintenant en fait j'essaie de penser un petit peu les choses différemment, et je me rends compte que bah, c'est sûr. Tu peux pas faire tout ce que tu peux voir sur YouTube, tu vois, les trucs de B-roll, machin, exactement comme Peter McKinnon il le ferait ou autre, mais tu peux faire plein d'autres choses. Et au final, parfois, avec un plan fixe, bah, tu arrives à raconter un truc, Ouais. et c'est quand même assez cool. Et puis justement, faire une petite bascule de points juste comme il faut, parce que avec ce rendu un petit peu organique de la molette que tu tournes, et pas juste, tu vois, l'autofocus qui clac clac se déplace. Enfin, en fait, le focus manuel, il faut juste pas le penser comme un autofocus, mais à la main, quoi. C'est juste une autre façon de penser la façon de filmer. C'est pas le même délire. Et moi, je l'ai pas connu. Et du coup, en fait, je le découvre maintenant, tu vois, et je trouve ça assez cool. Ça m'empêche pas d'utiliser, tu vois, là, actuellement, le Z9 qui, je me pose même pas la question de où je me mets dans l'écran. Je sais que le truc, il va choper mon œil, et que tout roule, et que pour certaines prestas, jamais je partirai sur une config avec un focus manuel. Mais quand je peux, et j'essaie de le faire, et je trouve ça assez cool. Enfin bon, du coup, ma news, elle a duré longtemps. Et toi, ta news, c'est quoi? Ouais, bah écoute, ma news, alors pour celles et ceux qui voient en version vidéo, je vous le mets en même temps à l'écran, hein, je l'ai ici en main. Mais ma news, c'est tout simplement du matos que j'ai acheté ici à New York. Ça va faire maintenant 2 semaines que je l'ai. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo test qui sort jeudi dessus. C'est le Axun Simo. Et en fait, c'est un grip qui te permet de placer ton iPhone dessus. Donc, c'est uniquement valable pour iPhone. Ils ont aussi une autre version pour Android. Mais ici, tu viens à placer en fait ce grip au niveau de la monture flash de ton boîtier. Et alors, tu peux en fait balancer le feed vidéo de ton boîtier sur ton iPhone via leur application mobile, et le tout en filaire. C'est surtout ça le plus important. C'est pas via une communication sans fil, hein. Donc, tu sais, on connaît l'instabilité des communications sans fil. Ici, c'est en filaire, et je trouve ça génial parce que ça te donne enfin l'opportunité d'avoir un retour vidéo de façon ultra légère, dans le sens où ben, le produit, le Action Simo, ben, c'est vraiment tout petit. Ça prend vraiment pas de place dans le boîtier, dans le sac à dos. Tu profites de la dalle de ton iPhone, qui est quand même une dalle d'un point de Mm. vue luminosité qui est géniale. Tu as tous les outils d'assistance qui sont présents dans l'application mobile.
C'est vraiment super bien fait et en plus, tu as 2 choses supplémentaires. La première, c'est que tu peux aussi enregistrer sur ton iPhone. Alors ça enregistre en HD, hein, il faut pas déconner Oui, non plus, avec, un bitrate maximum de 30 mégabits par seconde. Mais en attendant, ça te permet d'enregistrer soit le clean feed ou soit, si tu en as envie, directement tous les, pas le clean feed, donc tous les outils qui sont présents sur ton boîtier. Donc c'est-à-dire que si tu as un photographe et que tu as envie de partager ta configuration ou de montrer comment fonctionne l'autofocus de ton boîtier, tu sais enregistrer cela sur ton iPhone. Et ce qui est génial, c'est que au moins, il y a enfin une solution maintenant beaucoup plus accessible que celle d'un enregistreur Blackmagic ou Atomos. Parce que toutes les personnes qui veulent à chaque fois enregistrer en fait l'interaction de leur boîtier, elles sont obligées de dépenser entre 600 et 800 balles sur un set complet Atomos ou Blackmagic avec batterie et disque d'enregistrement. Tandis que là, ça coûte un tout petit peu plus de 200 balles. ah ouais, c'est pas D'ailleurs, cher. pour ça. Ah voilà, c'est pas cher. Je remettrai le lien si jamais dans la bio du podcast ou dans la description de la vidéo. C'est vraiment super pratique. Moi, je suis tout simplement épaté par ce petit produit. C'est un gros coup de cœur sur cette année 2022 parce que je me suis dit que dès l'instant où j'allais être en déplacement à l'étranger, maintenant, j'allais plus m'emmerder, j'allais prendre que ça. Ouais, tu Tellement que m'étonnes. ouais, je suis vraiment content. Après, il y a toujours deux poids, deux mesures, hein. Si on a besoin d'un retour visuel à caractère professionnel et surtout sur des très très longues durées, rien ne vaudra jamais non plus un moniteur. Bien Mais si sûr. c'est pour des occasions ponctuelles et surtout qu'on n'a pas envie de dépenser une fortune dans un set complet Atomos ou Blackmagic, ouais, ça c'est top. Voilà, ça c'était C'est ce que j'allais ma te petite news. demander. Du coup, il est alimenté. Il a une batterie, j'imagine, Ouais, et c'est une batterie l'adaptateur? NPF. Ouais, D'accord, ok. c'est une batterie, ouais, c'est une batterie NPF. Alors cette première version, parce que selon moi, hein, c'est un premier jet de Axun, tu peux pas alimenter en même temps ton iPhone. Donc ton iPhone D'accord. Ce que j'allais te pompe sur demander. sa propre, ouais, pompe sur sa propre batterie. Mais je suis persuadé que d'ici un an, ils sortiront peut-être une version 2 ou une version pro de ce produit et sur lequel je suis persuadé ils vont utiliser le chargement sans fil de Apple. Donc tu Ouais. mettras tout simplement ton iPhone contre et il y aura un chargement MagSafe. Je mettrai ma main au feu et peut-être que là le produit fera, je sais pas moi, 50 balles en plus et je le mettrai avec plaisir parce que ouais, ça fonctionne super bien. Moi, je trouve ça très bien pensé et ça répond à un besoin énorme. Et je l'ai bien vu, je l'ai partagé en story sur Instagram. Il y a énormément de gens qui interagissent. Ouais, c'est super bien fait. Je m'attendais pas en tout cas à avoir un aussi gros coup de cœur pour du matériel, mais là ils ont tout déchiré parce qu'ils ont pensé à un besoin énorme qui est présent chez bon nombre de personnes et il n'y avait pas encore de réponse par rapport à ça. Et du coup, t'as quoi comme outil dessus? T'as le picking, t'as les fausses Tout, couleurs, t'as ouais, quoi? T'as tout. t'as tout, waveform, focus picking, tes zébras, tu as ton vumètre, donc si tu veux voir le niveau audio, ah ouais, autre Ah ouais, aussi. fonctionnalité qui est géniale, ça tu pourrais kiffer, poto. Tu as l'utilisation aussi intégrée de tes AirPods, donc c'est-à-dire que si tu veux avoir ton retour audio via tes AirPods, tu peux le faire. Donc, ouais, Ah. donc c'est-à-dire que tu viens par exemple à utiliser tes AirPods Max, bam, tu utilises l'isolation de bruit et tu as le retour audio de ton speaker, de ton intervenant, sans être dérangé par les bruits externes. Donc ça, c'est super bien fait. Tu as, Ah, c'est le malin retour ça. audio via tes AirPods. Un autre truc que j'adore et qui est pas présent, enfin si, qui est présent maintenant sur l'Atomos Ninja 5, mais pas sur leur moniteur Atomos Shinobi, c'est que tu sais faire une capture d'écran et puis après, tu sais la remettre en juxtaposition sur l'image que tu es en train de filmer. Donc, si tu as envie de faire des raccords de coupe, tu vois, si tu as envie Ah, oui de aussi. mettre, ouais, de mettre ton sujet dans un autre environnement, mais de garder exactement sa même position, son même cadrage, etc., tu remets tout simplement la capture d'écran que tu as fait dans l'autre environnement, tu refais ton raccord et tu as quelque chose de tip top. Donc, ça, c'est le genre d'outil qui est vraiment pratique, qui est présent dedans. Tu as Et vraiment alors, tout. Et tu sais, tout est customisable. et j'ai vu, ouais, j'ai vu des coups, j'ai vu tes stories. Alors, je me doute que vu la taille du truc et de la pince, c'est compatible que iPhone et pas forcément iPad. Alors si en fait c'est possible en fait de désarticuler le produit en question et ils vendent en Ouais. fait un support spécialement prévu pour Ah ouais. iPad. En fait, ils ont Ouais, pensé ouais. à tout ce que je pouvais Ils ont dire, ouais, voilà. mais machin. En fait, ils ont pensé à Euh, tout, les mecs.
Ouais, ils ont pensé à tous les gars et franchement, un respect. Donc, tu as deux câbles qui sont fournis avec, un avec le port Lightning pour iPhone et l'autre avec le port USB, justement, USB-C pour iPad. Donc, non, non, avec. Donc, si tu as envie d'avoir ton retour visuel sur un iPad Pro de 12 pouces, sans aucun problème, tu sais le faire, quoi. Waouh. Donc, ça, c'est. Ouais, franchement, c'est super bien fait. Je leur dis respect aux gars de chez Axoon. Et ouais, gros coup de cœur de cette année 2022. L'année 2022 se termine bien avec cette petite news matos. Là, je suis content. Ouais, franchement, c'est ouais ça, à mon avis, c'est une vidéo en plus quand tu vas la sortir qui risque d'intéresser pas mal de monde parce que c'est sûr que bah, quand tu veux, tu vois, moi c'est comme ça, j'ai aussi des gens qui m'ont demandé, moi je voudrais un moniteur, mais pas pour enregistrer, je veux pas un enregistreur en fait, j'ai tout ce qu'il me faut en interne dans mon boîtier, je veux un moniteur pour avoir voilà, le focus picking, les fausses couleurs C'est éventuellement, et ça. puis voir bien, et c'est vrai que ouais, ça chiffre vite en fait, et du fait que le téléphone tu l'aies déjà avec toi. Alors effectivement, comme tu dis, la seule limitation, ça va être, je pense, la charge et la Oui, chauffe. Parce que faut oui, pas oublier quand même aussi que les smartphones, ça chauffe ça vite. chauffe. C'est peut-être, tu vois, le seul truc. Moi, je sais que l'appli Red, elle marche bien. Donc, je l'utilise de temps en temps, tu vois, mais plus pour avoir un aperçu. Vraiment un C'est aperçu ça. rapide. Et quand je veux quelque chose de précis, j'utilise plutôt le moniteur parce que je me dis, je me vois pas, tu vois, Voilà. 2-3 heures utiliser le truc. Mais ouais, c'est parce que là, pour le coup, c'est un autre usage. Mais effectivement, pour effectivement un truc léger en voyage et tout. Mais ça va nous amener justement, sans transition, enfin une très bonne transition Ouais. justement, sur la légèreté ou pas, eh ben, sur les gros rigs, les petits rigs, parce qu'on voit quand même beaucoup moi je vois beaucoup passer dans mon feed des rigs de caméra de ouf, avec de la V-Log, avec des Rods, avec what mille trucs, des Madbox. Et à la limite, je pense qu'on va peut-être pouvoir aussi disséquer un petit peu euh, qu'est-ce que chaque élément apporte dans un rig, et comment construire son rig au mieux. Toi, David, déjà, est-ce que tu es plus utilisateur de gros rigs ou de setup léger? Mais en fait, je pense que, et ça c'est lié à l'expérience qu'on a dans l'univers de la vidéo, et à mon avis tu vas me rejoindre, mais c'est un peu en dents de scie. Donc c'est-à-dire que au tout début, tu as envie, en effet, quand tu es dans ton apprentissage, tu as envie d'accumuler énormément de matos et tu es en train de baver sur des configurations de port avec des gars justement qui ont mis du V-Log, qui ont mis des barres Rode, qui ont mis des moniteurs supplémentaires, un micro-canon, bref, des trucs mais qui sont énormes. Tu es en train de baver là-dessus et donc toi aussi tu te dis, ben, moi aussi je veux ça. Moi aussi je veux ça et donc du coup tu commences à t'équiper, tu commences à faire aussi une grosse config. Et puis le temps passe. Et tu te dis, en plus du temps, tu as l'expérience qui vient avec, tu as aussi la connaissance du matériel que tu utilises, et plus particulièrement de la caméra que tu vas utiliser sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Et tu te dis, bah, au final, ça m'emmerde, c'est peut-être un peu trop lourd, je vais le virer, je vais le retirer. Et puis tu fais 100. Tu fais 100 pendant plusieurs mois, et puis après, sur un événement, pour X raison, tu en as rebesoin. Tu le réutilises et tu dis, ah, mais c'est quand même hyper pratique. Et puis tu le remets, et ainsi de suite. Et moi, j'ai un peu cet aspect un peu en dents de scie, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des fois du matos qui va rester 3 4 mois sans bouger sur mes armoires. Et puis après, je vais le réutiliser pendant 2 3 mois parce que je me dis, ah, c'est top. Et puis à chaque fois, tu as la contrainte physique de te dire, putain, c'est lourd. Et là, tu le remets, tu le remets. Mais dans l'absolu, honnêtement, plus le temps passe et plus je suis à essayer de minimaliser en fait mon équipement pour avoir quelque chose qui est hyper ergonomique, hyper simple à utiliser, pas trop lourd. Et d'ailleurs, dans cette logique, il y a un truc que je comprends pas. Là, par contre, il faudrait quand même Ah, m'expliquer, c'est que Sony a balancé deux terribles caméras. C'est-à-dire, ils ont balancé la Sony FX3 et la Sony FX30, qui, ouais. moi, je trouve ça génial parce que le boîtier a tous des pas de vis sur le côté, pour Hmm. lequel, ben, justement, si tu as envie d'ajouter des trucs, tu peux le remettre via les pas de vis. Et pourtant, il y a quand même des constructeurs qui ont sorti des cages et il y a des gens qui achètent des cages pour mettre autour de ça. Et là, je comprends pas, tu vois, je comprends pas parce que Pour pour moi, protéger, moi je pense que c'est pour bah, la protection en fait. je sais pas, je sais pas, mais honnêtement, ça pourrait être pour moi le seul argument parce que en dehors de ça, à partir du moment où Sony a eu l'intelligence de sortir un boîtier sur lequel il y a des pas de vis sur les côtés, moi Hmm. j'achèterais pas une cage, en tout cas pour ça, parce que forcément, bah, ça tue un peu l'ergonomie lors de la prise en main. Et ouais, et puis surtout, ouais, les gars, quand je les vois
équiper un hybride comme ça, comme la FX3 ou la FX30 avec des batteries Bebop, des RAW, des follow focus, alors que bordel, s'il y a bien une marque qui est géniale dans l'autofocus, c'est Sony. Mm. Donc, ouais, voilà, ça c'est un peu ma façon de penser. Je suis en dents de scie par rapport à la configuration de l'équipement, mais dans l'absolu, je préfère rester sur de l'équipement plus léger. Je sais pas pour toi. Ben, alors moi, ça va être en fonction de deux choses. Soit, alors, parce que j'ai vraiment en fait les deux extrêmes. Moi, j'ai pas de juste milieu en fait dans mon matériel, puisque bah, comme les auditeurs doivent le savoir, j'ai donc un Z9 et une Red Komodo, qui sont donc à mon sens, c'est vraiment les deux trucs les plus extrêmes qu'on peut trouver sur le marché, à savoir que les usages sont complètement différents. Et encore, le Z9, je l'ai depuis quoi, 2 mois, je crois, un truc comme ça. J'ai fait toute ma saison de mariage de l'été dernier avec les Z6 II. En fait, j'ai tendance à devenir un peu extrême aussi, c'est-à-dire que j'ai commencé ma saison avec la Red, où je m'étais dit, je vais essayer de trouver un compromis. Parce que riguée comme elle est, alors là les auditeurs ils peuvent peut-être le voir, riguée comme elle est là, c'est inutilisable sur une journée de mariage tout seul. Parce que c'est beaucoup trop lourd. C'est un coup, enfin, même pas rigué comme ça, juste un peu moins rigué, le minimum possible. J'avais les bras dans un état en fin de journée, mais un enfer quoi. D'un autre côté, avec mes Z6 II, j'avais pas la même qualité d'image non plus. Donc, c'était un peu frustrant. Mais je pouvais, tu vois, les Z6 II, j'avais un boîtier avec un 35, un boîtier avec un 85 et terminé. J'avais Ouais. pas de cage, pas de moniteur, rien. Aussi un micro, tu vois, j'avais un micro Canon quand même pour capter l'ambiance. Et encore, tu vois, j'en avais qu'un. Et le micro interne, je trouve, faisait pas mal le taf pour les sons d'ambiance. T'enregistrais pas un discours avec, quoi, mais pour les sons d'ambiance, le micro interne était vraiment pas dégueulasse. Et donc du coup, c'est vrai que là, tu vois, j'avais un boîtier dans chaque main, un petit sac en bandoulière, tu vois, pour poser le boîtier quand j'en avais marre et quand je voulais voilà, me concentrer sur un truc. Et c'est vrai que c'était hyper léger. D'un autre côté, ce qui, moi, me dérange un peu dans cette config-là, c'est que vu que c'est hyper léger et que tu es à main levée, c'est parfois un peu plus compliqué de faire certains mouvements. Parce que ben, comme c'est Ouais. très léger, même si tu as une bonne stabilisation interne ou des optiques stabilisées et tout, eh ben, ça quand même, tu as ces micro-tremblements qui sont pas foufou. Et que dès que tu commences à amener du poids, eh ben, tu as aussi un petit peu plus de stabilité. Mais quand tu amènes trop de poids, eh ben, c'est désagréable au bout d'un moment. Donc c'est toujours en fait essayer de jongler et de trouver le rig parfait. C'est assez compliqué. Donc je fais des essais et je pense que sur les rigs que j'ai fait, tu vois, j'essaye des fois en rajoutant un truc, en enlevant un truc, mais très 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 léger. Parce qu'il y a des choses qui sont quand même vachement utiles et d'autres qui le sont moins. D'ailleurs, moi, ça me fait penser, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mode en ce moment. Alors, j'y participe et c'est pas bien parce que j'ai pas mal de marques, moi, qui m'ont envoyé des Matchbox. Et donc les Ah, Matchbox, si vous savez pas ce que c'est donc une espèce de, ceux qui le voient sur YouTube, ils le voient ici, c'est donc une espèce de petite boîte en fait qu'on va pouvoir fixer au bout de son objectif ou sur des rods. Et en fait, c'est des choses qui nous viennent du cinéma, dans lesquelles historiquement on glisse des filtres rectangulaires qui sont soit des filtres ND soit des filtres diffusion ou des polarisants, enfin n'importe quoi. Et ça permet aussi d'éviter un petit peu les flares, ça fait un peu par soleil quoi. Et toutes les marques se sont mis à en sortir. Donc c'est très léger en plus, hein, ça passe bien. Et puis avec des systèmes de filtres, là j'en ai un, c'est un Tilta, ils ont un système propriétaire avec des espèces de tirettes qui sont pas mal aussi. Mais en vrai, je comprends pas trop l'intérêt là-dessus, hormis le fait, et ça c'est vrai que c'est un point qu'on va peut-être pouvoir aborder, le fait du look vis-à-vis du client. Et c'est vrai que ça, il y a un truc aussi là-dessus, gros rig, petit rig, quand on fait des prestats un petit peu onéreuses, quand on facture nos clients sans abuser, hein, je veux dire, mais quand on fait du gros budget, si on arrive avec juste notre petit hybride et un petit 50 mm f1.8 tout petit qui coûte pas très cher et juste ça pour faire la presta, en vrai, on sait que toi et moi, on peut faire des trucs de fou juste avec ça.
Tu nous donnes un APS-C avec un 50 mm, tu vois, tout rikiki, et tu nous dis de faire une vidéo corpo, je suis sûr qu'on peut le faire et faire un truc très bien. Mais le client, lui, quand il te voit arriver avec ton petit machin, il se dit, mais attends, c'est quoi ce petit truc? Moi, je peux le faire aussi. Il a quoi? Il a pas de matos, c'est pas un pro, c'est pas possible. Et les Madbox, je trouve qu'elles participent aussi à cette crédibilité qui n'a aucun sens, hein. On est bien d'accord, c'est débile. C'est méga débile. Mais en face du client, ça peut jouer. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, écoute, alors déjà par rapport au Madbox, ben moi par exemple, ici tu vois, je suis venu à New York pour plusieurs semaines et pour un projet, et j'ai quand même pris ma mini Madbox avec moi parce que je te cache pas que par contre, ça par rapport au flair, hein, comme tu l'as dit, moi ça m'a déjà vraiment sauvé la vie plusieurs fois, et c'est dingue en tout cas la différence que ça peut faire dans ton image quand par exemple tu es obligé d'assurer un cadrage et que tu as un soleil qui est passé du zénith et qui est en train de redescendre et qui balance un petit flair dans ton optique. Et ça, pas par rapport spécialement au filtre, parce que je suis devenu adepte des filtres circulaires et plus forcément rectangulaires, mais en tout cas, pour t'éviter un flair, moi la Madbox, je trouve que c'est quand même vraiment pratique. Donc dès que je dois filmer en extérieur et que je peux le permettre, ben voilà, je prends la Madbox dans le sac à dos. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, elle aide énormément et elle n'aide pas aussi énormément avec le look rendu professionnel. C'est-à-dire qu'en effet, si tu veux épater un client, il n'y a rien de mieux qu'une Madbox. Et d'un autre côté, si tu veux te faire arrêter en public par la sécurité du lieu dans lequel tu tournes, il n'y a rien de mieux non plus que la Madbox. Donc, C'est oui. voilà, ça n'aide pas. Et alors, c'est bien qu'on ait ce discours-là, c'est-à-dire d'épater le client et d'entre guillemets, se justifier auprès du client, parce que toi et moi, on a tous les deux ce raisonnement-là. Et je sais bien que quand je viens à parler de ça, j'ai toujours d'autres personnes qui sont a priori dans le domaine, en les entendant de la vidéo, donc dans l'univers professionnel de la vidéo, qui disent mais non, c'est surfait, moi mes clients ils me font confiance, ils n'ont pas besoin de ça, tout doit se baser sur la qualité de notre image et pas sur le matériel, j'ai pas besoin d'avoir un équipement de fou pour que le client soit content. Et auquel cas, je réponds toujours la même chose. Je dis oui, je suis d'accord avec toi. Mais en attendant, si demain je viens gagner à l'euro-million et que je donne par exemple 1 million d'euros à Steven Spielberg pour filmer mon mariage et qu'il arrive avec un iPhone et qu'il me dit te tracasse pas, je vais te faire un super beau film de mariage, je vais quand même tirer la gueule. Voilà, je vais quand même tirer la gueule. Donc, alors que je suis dans l'univers de la vidéo, mais si Spielberg vient filmer mon mariage avec un iPhone, je vais tirer la gueule. Donc c'est important, je pense, en effet, d'un peu surjouer de ça auprès de notre clientèle en mettant peut-être quelquefois de l'équipement qui sera peut-être pas à 100% utile, mais qui va rassurer le client et qui se dira ah ben oui, David, je le paye plus cher que les autres, mais il se fout pas de ma gueule. Il se fout pas de ma Ouais. gueule et il vient avec de l'autre équipement. Donc ouais, ça joue. Ça joue. Il n'y a rien à faire. Moi, c'est vraiment une des grosses utilités que j'y vois. C'est pas de la malhonnêteté, mais c'est vrai que inconsciemment, et c'est pas non plus de la méchanceté ou quoi que ce soit de la part du client, mais inconsciemment, quand tu arrives avec du petit matériel, le client, si c'est la première fois que tu viens le voir et tout, eh ben, il va regarder, il va se dire, mais est-ce qu'il est vraiment pro, quoi? Tu vois, moi, Ouais. les pros, ils ont des grosses caméras, des machins, tout ça, et est-ce qu'il est vraiment pro? Et c'est vrai que c'est quand même un facteur qui fait que moi je disais toujours à Marie, tu vois, ça n'a rien à voir avec le matériel, mais c'est le même principe. En prestation, essayez toujours d'être le plus agréable possible, le plus souriant possible, le plus avenant possible, proposer de l'aide pour n'importe quoi et tout, machin, quand c'est possible sur une presta, parce que, eh ben, inconsciemment, si tu as été sympa, poli, respectueux, bienveillant avec ton client, ça influe sur le jugement qu'il va avoir sur la vidéo que tu vas produire. C'est mathématique. C'est obligé. Si tu as un bon rapport
avec tes clients et que tu as passé une super journée et que tu as été au petit soin avec lui toute la journée, il verra beaucoup mieux, il trouvera la vidéo forcément un petit peu mieux. Ça veut pas dire que si tu fais de la merde, il va la trouver bien, hein, mais il trouvera forcément la vidéo mieux que si ça avait été désagréable. Et même l'inverse, c'est-à-dire que si la journée se passe pas bien, eh ben, il va peut-être être un peu plus regardant sur la vidéo et peut-être voir des choses qui n'existent pas, hein, mais des défauts qui n'existent pas, mais des trucs. Alors que si ça se passe bien, eh ben, c'est cool. Et ben, c'est un peu la même chose pour le matos, c'est-à-dire que si de suite on doit arriver avec un gros truc, ça peut. Je dis bien ça peut, ce n'est pas une condition sine qua non. Je ne suis pas en train de dire faites des gros rigs, sinon vos clients ils seront pas contents. C'est absolument pas ce que je dis. Mais ça peut avoir un petit impact psychologique. L'inverse aussi, remarque, c'est-à-dire que tu peux aussi arriver avec un tout petit truc et tu payes pas de mine, les gens ils te regardent un peu de haut, tu vois, genre ouais, il a son petit machin et tout, et puis tu sors la vidéo et après t'as tout le monde qui est comme ça, oh trop bien, c'est énorme ce qu'il a sorti avec son petit machin et tout ça. Donc ouais, pour les Madbox en tout cas, moi c'est le truc, voilà, je me dis c'est le truc que je sors quand je me dis j'ai besoin, tu vois, de montrer à ce client que je suis pas un rigolo. Ça ne changera rien, ça n'apporte pas plus de crédibilité professionnelle entre professionnels, mais vis-à-vis du client, ça fait un peu mieux. Alors, tu vois, ben, par exemple, toujours dans la grosse configuration, moi, il y a un truc que, à un moment, donc comme je te dis, hein, je suis un peu en dents de scie, donc je viens utiliser du matériel et puis à plus utiliser. Et c'est vrai que le moniteur externe, c'est bien parce qu'en plus ça fait raccord avec mon coup de cœur du début de l'émission. Le moniteur externe, eh bien, il y a un moment où je connais tellement bien les caméras que j'utilise que je peux très bien me fier au retour visuel que j'ai sur le boîtier ou la caméra en elle-même. Et donc, je viens à ne plus utiliser de moniteur externe parce que j'ai envie d'avoir une configuration plus légère, plus pratique, plus Ouais. mobile. Et pourtant, eh bien, tu vois, dans tout ce qui est prestations événementielles, maintenant, je m'oblige à le remettre et ça m'ennuie, hein, ça me casse littéralement les pieds de réutiliser un moniteur externe, mais je le réutilise parce que si je viens pas à l'utiliser, je vais passer de 10 demandes à 50 demandes de personnes de les prendre en photo. Ouais. Tandis que si j'ai le moniteur, il y a des gens qui sont font un peu plus attention et se disent ah ben non, c'est peut-être pas de l'utilisation photo qu'il fait, c'est peut-être de l'utilisation vidéo, donc je vais pas aller lui taper sur l'épaule. Eh, vous savez nous Mm. prendre en photo? Donc là, par exemple, tu vois, c'est une utilisation claire de l'équipement que je ne fais pas vraiment pour mieux filmer, mais que je fais par contre pour être plus tranquille et pour être moins dérangé. Alors Ça, moi c'est c'est ça. un truc aussi qui est assez c'est un truc qui est aussi assez pénible, je t'avoue, c'est enfin pénible, non, c'est pas pénible, mais qui revient souvent et tu le répètes à longueur de temps et tout ça. Moi j'ai trouvé la solution là-dessus, c'est sur mes petites configs, poignée en bois sur le côté, tu vois, grosse poignée en bois Ah ouais? et micro canon généralement, Ouais. et Madbox sur, tu vois, sur les mariages, Madbox là pour le coup qui ne sert à rien du tout parce que Ah ouais. les flares dont tu parlais, moi je les cherche justement, je les aime bien. Donc vraiment là pour le coup ça ne sert à rien du tout. Mais j'avais dit à Marie, je mets les Madbox parce que je veux pas qu'on me demande de photos. C'est Enfin ça. c'est pas que je veux pas, c'est que je veux pas dire 50 fois ah non les photos c'est avec elle qu'il faut les voir. Moi je fais C'est la ça. vidéo. Ah bon mais c'est un appareil photo et du coup vous faites oui mais il faut que j'aille filmer là madame. Merci c'est gentil. Tu vois Voilà. c'est le pour éviter cette petite perte de temps là. Et donc c'est poignée en bois, micro et Madbox et voire même des fois que Madbox parce que du coup là aussi ça intrigue un peu donc du coup les gens ils osent pas trop et c'est très bien. Mais par contre le truc du moniteur, je t'avoue que moi il y a un truc maintenant qui me fait de plus en plus de l'œil. Alors je sais pas si c'est parce que je vieillis et que j'ai la vue qui baisse, mais enfin en tout cas sur le Z9, l'écran, je l'utilise un peu quand j'ai pas le choix, mais très souvent, je fais au viseur, sur le viewfinder, parce Ah que oui. j'y vois hyper bien, quelles que soient les conditions. Tu vois, même quand tu es un peu à contre-jour et tout, bah, du coup, tu vois hyper bien. Tu peux vraiment bien voir ton exposition, surtout quand tu es en plein soleil, tu vois, que ton écran, tu sais pas trop, c'est bien exposé, c'est pas bien exposé, mon point, il est bon, etc., etc. Et cetera. Et en plus de ça, ça te fait un point de contact supplémentaire pour la stabilité et j'en viens à me dire en fait moi je me retrouve
c'est pour ça qu'il me faut un peu d'accessoirisation. Je me retrouve très souvent dans des postures de photographe, tu vois, avec mon boîtier comme ça, et en train de filmer, sauf quand tu vois, je fais des ras de sol ou des trucs comme ça. Mais très souvent, je suis en posture de photographe avec l'œil dans le viseur, tu vois, je tiens mon boîtier photo, et j'adore en fait filmer comme ça parce que du coup, je suis vraiment sûr de mon coup quand je filme, et à tel point que. Je sais que Portkeys a sorti un viewfinder SDI pour la RAID. J'aurais bien envie en fait de me trouver un viewfinder plutôt qu'un moniteur pour la RAID parce que là pour le coup j'ai pas d'autre choix que d'avoir un moniteur et des fois en plein soleil c'est un peu relou ou pour faire des mises au point un peu touchy genre avec les anamorphiques ça peut être pas mal d'avoir un viewfinder aussi quoi. Alors ouais, le viewfinder de chez Portkeys, ben, j'ai eu la chance que ceux-ci me l'envoient, donc je l'ai testé, je l'ai, et c'est vrai que c'est très pratique. Moi, lors de la review que j'avais fait du produit qui était vraiment bon, j'avais dit en conclusion, je dis honnêtement, si vous avez l'occasion d'essayer un viewfinder, faites-le avant d'acheter un moniteur parce que vous seriez surpris, peut-être que le viewfinder correspondra mieux à vos attentes que le moniteur. Si, Donc si tu, si ouais, tu le, si tu le vends, si tu le vends Prums, hein. ok, ça va, je retiens poteau. Autre chose par rapport à ces configurations-là que je me dis, moi je constate aussi que on vient aussi à configurer notre boîtier tout simplement parce qu'on a aussi de nouvelles exigences et puis surtout parce qu'on vient utiliser du matériel qui, on se rend compte de la qualité que celui-ci nous procure en plus, et donc on veut plus se passer de cette qualité. Je prends l'exemple très clairement d'un produit que toi et moi on a en commun, qui est assez volumineux, mais très clairement le micro que toi et moi on utilise maintenant pour enregistrer le podcast, c'est le Sennheiser MK600. Moi je pourrais plus faire sans par exemple, tu vois. Je pourrais plus faire sans dès que j'ai besoin d'un micro canon et si je dois interviewer quelqu'un, c'est celui-là que je vais venir à utiliser. Et pourtant c'est plus volumineux, je Mm. pourrais peut-être utiliser autre chose, mais non, tu vois, je viendrais directement utiliser ça. Et donc, comme c'est un micro qui a du XLR, ben lorsque je viens utiliser non pas ma Canon C70 qui elle a du mini XLR, mais le Fujifilm X-H2S, ben ça m'oblige aussi à utiliser un module XLR par-dessus. Et Ouais. donc, ça me fait une configuration plus lourde. Et là, je le fais vraiment parce que j'ai constaté une amélioration au niveau de la qualité audio qui est significative et je peux Mm. plus m'en passer. Voilà, je peux plus faire sans. Je fais directement ça. Donc, je pense aussi que le rig caméra qu'on vient avoir, il devient volumineux aussi de par les besoins qu'on a et de se dire au fur et à mesure du temps, ben, j'ai plus envie de galérer avec soit une qualité audio de merde ou soit un autofocus qui pompe ou un objectif qui fait un bruit de moteur d'autofocus qui ne va pas, enfin tout genre de choses-là qui vont faire au final que tu as un équipement beaucoup plus imposant mais que tu vas utiliser à 100%. Et autre constat, hein, j'ai par exemple mon trépied Sachtler, hein, donc le Flowtech 75, qui est un excellent trépied, qui a un trépied de guerre qui coûte les yeux de la tête. Et je viens quand même à l'utiliser, même lorsque j'utilise un petit boîtier, parce que je ne sais plus faire sans. Je ne sais plus faire Ouais. sans sur une utilisation professionnelle. J'ai besoin d'un trépied de qualité, j'ai besoin d'un trépied sur lequel j'ai quelque chose d'hyper stable, sur lequel je ne vais pas me péter les lombaires lorsque je vais le monter et le descendre. Et donc, ben voilà, j'utilise un trépied qui coûte des fois 2 fois le prix du boîtier que je vais venir à utiliser pour filmer, que le boîtier, tu le vois à peine tellement que le trépied est énorme, mais en attendant, je ne sais plus faire sans. Donc voilà, ça c'est Bah, aussi le genre de constat. disons que l'écueil qu'il faut éviter, parce qu'en fait, arrive à un moment où on peut riguer à l'infini une Ouais. caméra, mais l'écueil qu'il faut éviter, c'est qu'au bout d'un moment, on finit par ajouter des choses au rig en se disant ça va être plus pratique. Et en fait, au final, oui, sur ce point-là, c'est plus pratique, mais en fait, sur la globalité du setup, ça devient carrément relou, quoi. Tu vois, c'est des trucs. Il y a des fois, moi, je me pose la question, tu vois. Alors, j'aime beaucoup les Vélocs, par exemple. Je suis un grand fan des Vélocs, surtout que bah, depuis peu, tu vois, je me suis équipé avec les câbles qui vont bien et tout. Et en gros, sur une Véloc, j'alimente mon moniteur, ma caméra, le follow focus motorisé et éventuellement d'autres trucs s'il y a besoin. Donc c'est quand même hyper pratique les Vélocs. Mais quand j'en fous, bah, le rig commence à peser, mais un truc de fou. Ouais, hein. Déjà, tu rajoutes une Véloc, tu doubles le poids de ton rig. Alors c'est hyper pratique effectivement parce que t'as pas à jongler avec les batteries.
que tu es sûr que ton rig il va tenir toute la journée sans aucun problème. Au pire des cas, tu vois, t'en prévois une deuxième dans le sac, mais tu sais que tu seras jamais à court de batterie dans une journée, vraiment jamais. Donc ça te simplifie la vie d'un côté. Mais d'un autre côté, si tu n'arrives pas à finir la presta parce que tes bras ils te font mal et que t'en peux plus, c'est là où ça devient un petit peu compliqué. Donc tu vois, c'est se poser la question. En fait, des fois, on se dit, je vais ajouter un élément à mon rig, ça va me simplifier la tâche. Et en fait, on se dit, bah, on se retrouve avec finalement un autre problème qui est une solution avec l'élément qu'on a ajouté, mais un problème qui se crée. Qui n'était pas là avant, à savoir là pour le coup le poids si on rajoute des vélocs. Et c'est des fois cet équilibre-là qui est très très compliqué à gérer. Je suis pas sûr que parce que toi comme enfin moi je suis tu vois je passe un temps monstrueux à monter démonter essayer des trucs et tout. J'aime bien cette recherche du rig parfait. Je me dis qu'un jour un jour j'arriverai à trouver une config où tout sera mais nickel, où j'aurai pas mal au bras, où j'aurai suffisamment de batterie, où j'aurai tous les trucs qui m'aideront à faire mes vidéos, etc. En attendant, je l'ai pas trouvé. Et puis se dire aussi qu'il y a plusieurs situations possibles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a rigué sa caméra aussi, tu vois, un truc tout con. Quand t'as tout avec tes rods, ta cage, tes poignées, tes machins, ton moniteur, ta véloc, ton follow focus, et ben arrive le moment, bah tu te dis bah enfin ah putain là il faudrait que je fasse un plan au gimbal quoi. Là ça serait parfait, le plan gimbal il serait génial. Et ben là tu te retrouves comme un con et tu dis le temps que je démonte tout, que je le Ah mette ouais. sur le gimbal, c'est mort, c'est fini. Il y a plus le temps, tu vois. Donc tu te complexifies encore la tâche. Tu peux te dire, ouais, bah, je vais prendre un deuxième boîtier, tu vois, juste réservé au gimbal. Mais le gimbal, j'en ai besoin une fois de temps en temps. Bref, il y a que des choix, en fait, cornéliens hein, dans tout ça. Toi, tu n'utilises pas trop les gimbals, non? Ben en fait, alors, donc j'ai deux choses par rapport à ce que tu dis là. La première, c'est par rapport au gimbal. En effet, toi comme moi, on est des utilisateurs occasionnels et ponctuels du gimbal. Donc, c'est-à-dire que on vient les utiliser uniquement que si on en a vraiment besoin. On n'est pas non plus les rois du gimbal d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a tous les deux des utilisations hyper minimalistes au niveau du gimbal, au point que je pense qu'on s'est tous les deux pris une bonne barre de rire et on a tous les deux eu le même ressenti en voyant le réel de Julien de Je me fais des Ouais, films, hein, où il a fait sur le gars qui dit le ouais, sapin de moi j'ai Noël, ouais. rigué ouais, le sapin de Noël, là j'ai pris ma véloc, là j'ai même pris la bombe au poivre si jamais on essaye de me tirer mon gimbal, enfin un truc de malade. Et c'est vrai que quand moi je vois des personnes avec un gimbal qui est comme un sapin de Noël, ben, personnellement, je suis même pas dans la moquerie, je suis admiratif. Ah Je suis oui, admiratif parce que je sais pas comment elles font. Je sais pas comment elles font. Tout l'arsenal, des follow focus, des batteries en plus, je me dis waouh, moi je serais rincé au niveau du dos. Je saurais pas le pareil. faire au niveau du dos. Et je me dis c'est déjà tellement chaud juste de cadrer correctement tout un plan au gimbal que si en plus je dois commencer à regarder comment faire le point, je dois commencer à faire un dolly zoom, tous ces trucs là, ouais, moi je suis admiratif en fait. Je suis vraiment admiratif de ces personnes-là. Bah, alors C'est vraiment ça. j'avais trouvé une solution, tu vois, quand j'étais encore chez Sony, j'avais des A7 III et j'avais un petit A6400, je crois, enfin tu sais, les petits APS-C avec Ouais, un 16 mm Sigma f1.4 dessus, et j'avais, c'était le Ronin SC, je crois, le petit DJI tout léger, tu sais, tout petit gimbal là, et j'avais en fait l'A6400 était dédié au gimbal. C'est-à-dire qu'il ouais, était, bah de oui, toute c'est façon, ça. il était tout le temps posé dessus. Et quand j'avais besoin de faire un plan gimbal, hop, je prenais mon truc. C'était hyper léger, hyper pratique. Et c'est vrai qu'en fait, pour le gimbal, je m'étais carrément dédié une cam, quoi, hein. J'étais dit, bah tant pis, Ah ben ouais. je peux pas tout démonter. Ou même, tu vois, le temps, c'est con, mais même si tu as un petit rig léger avec une poignée, bah, avec la poignée, tu sais, sur le côté, là, laisse tomber sur le gimbal, c'est pas bon, quoi. Il faut, donc du coup, eh ben, je m'étais dit, voilà, bah, je vais faire comme ça. Mais c'est vrai que ouais, dès qu'il y a des utilisations avec des éléments tiers, l'avantage je trouve par contre des rigs qu'on peut se monter, c'est que bah, très souvent, tu as quand même un plateau en toute Ouais, fin de rig en dessous, et que quand tu as le besoin de le mettre sur un monopode ou sur n'importe quelle tête fluide, en fait, sur un trépied, eh ben, tu as juste à le glisser, et c'est vrai que là-dessus, c'est plutôt pas mal. Après, voilà, le plan fixe, ça plaît pas à tout le monde non plus.
Mais ne serait-ce que pour te reposer les bras, tu vois, avoir un trépied posé quelque part et te dire, Pouf, allez, je le pose là, juste 5 minutes, le temps de me décontracter un petit peu les bras, et après ça va, quoi. Mais moi aussi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait du temps du GH5S. J'avais donc justement le GH5S, t'es en configuration soit sur trépied ou monopied, et j'avais le GH5 qui était en complément pour près sur un gimbal, tout simple, tout nu, sans rien d'autre. Et là, c'est encore pareil, hein, tu vois, j'ai la C70 qui va être soit sur pied ou sur trépied, et puis je vais utiliser le R6 sur gimbal. Hmm. Donc, tu vois, c'est un peu la même logique. Et alors, pour le deuxième truc que je voulais dire par rapport aux configurations comme ça, c'est que en effet, comme tu dis, on passe toujours du temps à les assembler, à les désassembler. Et le problème, alors je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais je vais prendre ton exemple de configuration où tout repose sur ta véloc. C'est-à-dire que tu le désassembles pour tout mettre dans ton sac à dos, et puis tu arrives sur le tournage et tu te rends compte qu'il te manque juste une pièce. Et cette pièce-là, par exemple, c'est celle qui te permet de poser ta véloc sur le rig. Et là, tu te retrouves dans la merde parce que tu as oublié une pièce. Et à cause de cette pièce-là, ton rig est quasiment totalement inutilisable parce que tu sais plus du coup fournir l'alimentation continue à ton écran, plus l'alimentation continue à ta caméra. Donc ça c'est moi ça m'est déjà arrivé une ou deux fois où il me manquait une pièce et j'ai dû faire heureusement c'était pas trop loin de chez Aïe. moi mais j'ai dû faire demi-tour pour aller rechercher une pièce à la con. Voilà, un bête grip, un bête bras magique ou genre de truc là mais qui rendait le rig utilisable. Ça t'est déjà arrivé ce genre de problème? Alors, j'oublie tout le temps des trucs. Mais alors, ouais, c'est un enfer. Des fois, je me dis, mais j'en peux plus de moi, quoi. C'est un truc. J'oublie tout le temps des trucs. Ça peut rassurer nos auditeurs ou viewers sur YouTube qui oublient des trucs, qui débutent et qui oublient des trucs et qui se disent, ah, je suis nul. Euh, J'oublie sûrement plus de choses que vous. Voilà. Je tenais à ce que ce soit dit. Non, alors par contre, un truc que je fais, qui est peut-être pas forcément très bien, mais je le fais quand même, c'est généralement, j'aime pas monter mon rig quand j'arrive sur la presta. Je préfère l'avoir monté avant. Et du coup, je me le suis calé, tu vois. Alors, sous ma raid, par exemple, j'ai récupéré un petit trépied, tu sais, de gimbal, justement, là, qui se déplie, que je fous Ouais. dessous pour pouvoir poser ça dans la voiture, que ce soit hyper stable. Je cale mon sac et tout à côté pour que si jamais il y a un virage, le machin se casse pas la gueule et tout. Mais généralement, je pars avec le rig monté. Juste les batteries dans le sac, tu vois, mais le rig tout prêt. Parce que comme ça, le matin, j'ai pu l'essayer. Je l'ai démarré, tu vois, pour voir si tout allait bien, si tout était Ouais. bon, les batteries chargées, tout ça. J'enlève mes batteries, je les fous dans le sac. Et par contre, le rig ou le boîtier que je vais utiliser, il est avec moi prêt à l'emploi en fait dans la voiture et quand je commence ma presta. Donc c'est une des façons qui fait que j'oublie moins de choses. Mais effectivement, quand tu as tous ces trucs-là, c'est pas évident. Tu vois, des trucs, des fois, le câble, tu vois, j'ai un petit enregistreur Zoom là, ici, là, que les auditeurs sur YouTube peuvent voir. Le nombre de fois où j'ai oublié le câble Ah, ouais. pour brancher ça en sortie de table. Et du coup, bah, tu trouves d'autres façons de faire, quoi. Du coup, bah, j'ai un micro canon qui marche à peu près bien. Et bah, je vais poser un boîtier sur le pupitre, mais caché, tu sais, un peu. Ça m'est arrivé, tu vois, je pose un boîtier, tant pis, je lance le rec, et puis avec le deuxième boîtier, je filme le reste. Tu vois, des trucs de débrouille, mais c'est vrai que au bout d'un moment, effectivement, quand tu accumules tellement de matos et quand tu commences à avoir des rigs conséquents et complexes, la possibilité d'oublier, et ça tu le soulignes très très bien, pas forcément juste un truc, mais la possibilité d'oublier quelque chose, voire que quelque chose te lâche, parce que là en l'occurrence, Ouais. tu vois, si tu as un câble, par exemple le câble d'alimentation de ton moniteur tu sais, qui part de ta véloc et qui va à ton moniteur, si le câble foire, pour une raison, tu vois, tu t'accroches dessus, ça tire et paf, ça casse une soudure ou un truc comme ça. Eh ben, tu fais quoi? Ah ouais, hein. Ça Tu c'est vois, la c'est ça. merde. Alors que l'avantage d'avoir, par exemple, une config là comme sur le Z,
où tu parlais de ton GH5 tout à l'heure, c'est que, bah, bon, à moins que l'appareil en lui-même ait un défaut, ce qui techniquement n'est pas censé arriver, un câble ça lâche quand même plus souvent qu'un appareil, bah, techniquement, vu qu'il n'y a rien à y raccrocher, il n'y a pas d'ajout, eh ben, tu as quand même un nombre, enfin, c'est susceptible d'avoir une panne un peu moins que si tu avais effectivement un sapin de Noël où bah, n'importe quoi peut merder, quoi, ça c'est sûr, hein. Et alors, autre réflexion que je me fais de par une petite expérience ici que j'ai eue à New York, hein, qui est toujours un peu plus ou moins dans le thème, mais je pense que ça vaut la peine en tout cas de se poser la question, c'est que il y a de ça 10 jours maintenant, j'étais donc ici sur Manhattan, j'étais à Bryant Park et je veux faire un plan vidéo parce qu'il y avait une magnifique fontaine avec un bel arrière-plan derrière. Enfin bref, je veux faire un plan à cet endroit-là. Et j'étais avec la Canon C70. Et je commence, si tu veux, à poser le trépied, donc un petit trépied photo hein, que j'utilise. Les gens le voient souvent en story sur Insta. Et là, j'ai un garde qui vient et qui dit c'est pour prendre des photos et en regardant la C70. Heureusement, la C70, même si elle est grosse, elle a une ergonomie d'hybride. Et je dis oui, oui, ah, il dit ah, ça va, pas de vidéo, hein, interdit de filmer. Et j'ai quand même fait mes plans vidéo, voilà. Et il n'a rien dit parce qu'il pensait que c'était pour prendre des photos avec la C70. Ouais. Et c'est parce que j'ai pas voulu me lancer dans une conversation, tu vois, je voulais pas éveiller les soupçons, mais j'avais juste Oui, envie de oui. lui dire, je lui dis, j'avais surtout envie de lui dire, je dis, ok, c'est interdit de filmer, mais c'est interdit de filmer tout court, ou est-ce que c'est interdit de filmer avec du matos plus gros? Parce qu'à l'heure actuelle, tu prends un dernier iPhone avec un bon micro, ben putain, tu sais faire un reportage complet, quoi. Donc, Ouais. l'utilité de l'iPhone maintenant, tu sais tellement filmer avec une qualité de dingue, et là, plus minimaliste que ça, il n'y a pas. Ouais. Là c'est certain que plus minimaliste que ça, il n'y a pas. Donc j'en viens presque aussi à me demander si des fois, tu pourrais pas même descendre justement au minimalisme complet, à prendre quasiment un iPhone sur certains types de projets où t'as pas le choix, tu dois vraiment être en version profil bas et rien faire, hein. Je me demande si dans l'avenir, les endroits où si c'est réellement interdit de filmer, ils feront comme dans des lieux saints au final, hein, comme quand tu vas au Vatican, tu peux pas Mhm. sortir ton téléphone tout court, quoi. Tu le sors pas, Ouais. que ce soit faire des photos ou des vidéos. Je me demande si ça aussi dans l'avenir ça arrivera, ou si nous, en tant qu'utilisateurs de matériel photo-vidéo, peut-être qu'il deviendra archaïque d'ici une dizaine d'années où les gens se diront ils sont cons les gens qui prenaient des photos et des vidéos avec des caméras. Et Ouais. ben si le téléphone sera associé, tu vois, à du matériel de dingue sur la vidéo. Donc ouais, Ah, il y a c'était des, il y a petite des chances, il y pensée. a des chances que d'ici 10 ans, les téléphones fassent des trucs fous furieux. Regarde l'évolution déjà en 10 ans. Ouais, Elle c'est est dingue. incroyable. Alors dans 10 ans, je sais pas ce qu'ils nous sortiront, mais bon, ça risque d'être assez intéressant. Après, tu peux quand même avoir des configs très passe-partout, très légères. Tu peux quand même, tu vois, justement, tu parlais de la FX3 et 30 Ouais. tout à l'heure avec un petit objet, tu vois. Pour te donner un exemple, moi, c'était sur une presta de mariage il y a quelques mois. Il y avait un couple de photographes. Justement, qui avait l'air assez minimaliste. Alors, eux, c'était de la photo, donc c'est un petit peu plus facile d'être minimaliste en photo qu'en vidéo. Ouais. Mais c'était intéressant parce qu'elle avait un XT4 et un XT3. Donc, Mhm. déjà, elle était sur de la PSC. Donc, ce qui était frais, j'ai trouvé, pour de la photo parce que tu as toujours des gros boîtiers full frame et tout. Donc, déjà, elle avait des boîtiers un peu plus discrets. Et donc, son collaborateur, qui était son mari, lui, il avait un Leica. Alors, je ne saurais pas te dire le Le modèle, Q2. je Le crois, ouais. Q2. Et Ouais, donc, tout certainement. petit. Et alors, je lui disais, mais. Et t'as pas peur qu'on te prenne pour un touriste quand même? Parce qu'en plus, le mec avait une chemise à fleurs et tout. J'étais là, le gars, Ah, vraiment, excellent. on dirait un touriste, quoi. Et il me disait, mais non, c'est Excellent. génial parce qu'en fait, les gens me voient pas. Les gens me prennent pour un invité. Et du coup, je prends mes photos, je dis rien et je suis au milieu de tout le monde, je fais mes trucs. Et bon, après, il m'a fait essayer et j'ai testé le Leica et j'ai fait, oh, j'en veux un. Oh, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher, mais j'en veux un. Et non, j'ai trouvé génial. Mais effectivement, après,
c'est vrai que cette compacité là, elle est aussi très pratique pour des prestations où il faut se faire discret et où on veut justement pas attirer l'attention. C'est tout l'inverse en fait de la presta corpo, ce qu'on disait tout à l'heure, où il faut en mettre Ouais, plein la c'est vue au ça. client, et la presta éventuellement mariage où il faut pouvoir te faire tout petit et passer dans des endroits pour choper des trucs un petit peu sur le vif et tout ça, ou dans des endroits comme tu disais, hein, on n'a pas trop le droit, où c'est un peu limite, ou alors il faut respecter un petit peu certains trucs et être discret. Et donc on en arrive vraiment à avoir l'exact opposé. Moi je t'avoue, les deux me plaisent. Oui, Ça c'est dépend un ça. petit peu comment dire, des prestations. Et en fait, je pense qu'on peut conclure sur ça au final, c'est que rig minimaliste enfin setup minimaliste ou rig de port, en fait, bah ça dépend. Les mecs ils donnent pas de réponse. Ils ont parlé pendant 1 heure et en fait Voilà. la réponse des mecs c'est ça dépend. C'est vraiment ça, mais Pardon. c'est la réalité, Ouais. quoi. C'est la réalité, hein. Ouais, mais en fait, je me fais marrer tout seul parce que je me dis, en fait, on a parlé pendant 1 heure de trucs pour au final arriver à la conclusion. Eh ben, les amis, ça dépend. Pardon. Ciao, Mais bonsoir. C'est Mais vraiment non, ça. non, mais plus sérieusement, en fait, c'est ce qui est intéressant de voir dans toute cette discussion qu'on a pu avoir ici, c'est doser en fait les points et quels points regarder quand on part en prestation, quel setup on prend, vraiment doser et se dire voilà, bon ben je vais peut-être rogner un petit peu sur ça parce que c'est pas évident, peut-être je vais en faire un peu plus que nécessaire parce que là ça serait bienvenu et ainsi de suite, mais se dire que il n'y a pas de bon ou de mauvais rig en fait au final, hein. Voilà, il n'y a pas de bon et mauvais chasseur, il n'y a pas de bon ou mauvais rig. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de ce podcast. C'est vraiment, au final, de prendre le matériel qui va convenir soit à nos besoins, soit de convenir au projet, hein. C'est-à-dire, comme on l'a répété, des fois, ça va pas nous aider, mais ça va épater le client, ça va le rassurer, ça va nous permettre de justifier un zéro en plus sur la facture. Et donc, voilà. Donc, autant le faire et autant prendre ça en plus. Je crois que ça, c'est une bonne conclusion. Ouais. Et inversement, des fois, un rig hyper léger va nous permettre de faire mieux notre prestation que si on avait effectivement un gros rig, quoi. Exactement. Bon, bah écoute, je pense que voilà, on est sur le bon timing, on a dépassé l'heure, donc on est très bien pour un chouette sujet de podcast. Est-ce que tu as déjà peut-être une idée pour le sujet de la semaine prochaine? Là, je l'ai pas, mais on va en discuter, on va trouver. Ouais. Je suis sûr qu'on va avoir plein de choses à dire. Là, comme ça, je l'ai pas. Je déroge à la règle un petit peu, mais je l'ai pas. Ah, quoi qu'il en soit, les amis, en tout cas, continuez à faire ce que vous faites, c'est-à-dire qu'on adore, François et moi, recevoir en tout cas un MP de votre part sur Instagram ou un commentaire ici sur la vidéo YouTube de votre part, en nous disant justement ce que vous avez pensé du podcast. On vous le dit ici à chaque épisode de podcast, c'est-à-dire n'hésitez pas à partager celui-ci ou à le noter sur votre plateforme de podcast que vous écoutez. Maintenant, j'ai aussi pas mal de personnes qui me disent, David, je l'écoute sur telle ou telle plateforme, je ne sais pas mettre d'étoiles, je ne sais pas mettre de pouces, je ne sais pas le faire. Tant pis si vous n'y arrivez pas, mais si la plateforme que vous utilisez vous le permet, n'hésitez pas en tout cas à nous laisser une chouette cotation, ça nous fait ultra plaisir. Et puis à regarder les liens qui sont présents aussi en description si vous voulez plus d'infos, soit sur les produits qu'on a parlé ici durant le podcast, ou si vous voulez être redirigé vers les différents réseaux qu'on utilise. Donc voilà, en tout cas les amis, un tout grand merci de nous avoir regardés ou écoutés pour cet épisode, et on se dit à la semaine prochaine.